Papa a dit d'un air suffisant, on l'a vendue pour 850 000 $. J'ai hurlé, elle est à moi. Il m'a giflé, obéis à tes parents. 24 heures plus tard, 50 appels manqués. Maman sanglotait, la police est là, j'ai chuchoté, profitez bien de la prison. J'ai 35 ans, mais chaque fois que je me tiens au bord de la péninsule olympique, contemplant les eaux grises et tumultueuses de l'océan Pacifique, je me sens hors du temps. Mon nom est Morgane. Je suis chercheuse en biologie marine, une scientifique qui étudie comment l'océan ronge la Terre, un grain de sable à la fois. Mais si vous demandiez à ma famille, ils vous diraient que je suis juste la fille têtue qui refuse de grandir. Pour eux, je suis une variable dans une équation qui ne s'équilibre jamais tout à fait, une ligne rouge dans leur grand livre des attentes sociales. La maison derrière moi n'est pas un manoir. C'est une structure en cèdre patinée par le temps qui sent les embruns, les vieux livres de poche et la laine humide. Elle est située sur une crête bordant le parc national, entourée d'épicéas centenaires qui dégoulinent de mousse comme les barbes de vieux sorciers. Pour un promoteur, cette terre est une mine d'or qui n'attend que d'être dépouillée, aseptisée et vendue au plus offrant. Pour moi, c'est le seul endroit au monde où je me sois jamais senti en sécurité. Mes grands-parents, Arthur et June, me l'ont laissé spécifiquement à moi. Ils ont contourné mon père, Conrad, et ma mère, Béatrice, pour une bonne raison. Ils savaient que mes parents voyaient la terre comme une liquidité, pas comme un héritage. Je me souviens du matin où je préparais mes bagages pour ma mission de 18 mois dans le Maine. Le brouillard était épais, s'enroulant autour de la maison comme une couverture protectrice, masquant la lisière des arbres. J'étais près des bassins de marée, vérifiant les niveaux d'eau une dernière fois. Mon grand-père m'amenait ici quand j'avais 7 ans. Il pointait les anémones accrochées aux rochers glissants et disait « Morgane, regarde comme elles tiennent bon. L'océan essaie de les écraser 12 heures par jour, et pourtant elles tiennent bon. » Il m'a appris que l'océan donne, mais qu'il reprend aussi. Il faut respecter la limite. Je suis resté là, laissant la brume froide se déposer sur mon visage, me souvenant du jour où grand-père Arthur est mort. Il avait saisi ma main avec une poigne étonnamment forte pour un homme mourant. Il m'a tiré près de lui, sa voix rauque. « Ne les laisse pas la voir, Morgane. » avait-il chuchoté. « Ton père, il ne comprend pas la terre. Il ne comprend que le marché. Promets-le-moi. Ne les laisse pas transformer ça en argent liquide. » Je te le promets, avais-je dit, des larmes coulant sur mon visage. Et je le pensais. Mon téléphone a vibré dans la poche profonde de mon lourd imperméable, me sortant de mes souvenirs. J'ai essuyé mes mains mouillées et couvertes de sable sur ma chemise en flanelle et j'ai regardé l'écran. C'était ma mère. Le texto disait « Nous arrivons dans 5 minutes ». Il n'y avait pas de point d'interrogation. Pas de demande pour savoir si c'était le bon moment, juste une notification d'arrivée, comme une alerte météo pour une tempête imminente. J'ai soupiré, le son se perdant dans le rugissement des vagues déferlantes. Je n'étais pas prête pour eux. Je n'étais jamais prête pour eux. Être le mouton noir de la famille signifiait que je n'étais utile que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose ou de quelqu'un à blâmer pour leurs propres échecs. J'ai remonté le sentier boueux jusqu'à la maison, mes bottes faisant un bruit de succion dans la terre humide, me préparant mentalement à la conversation à venir. Je me suis arrêté dans le vestibule pour enlever mes bottes, le caoutchouc heurtant lourdement le plancher. J'ai regardé mon reflet dans le miroir du couloir. Pas de maquillage, un chignon en désordre, des vêtements pratiques couverts de limon. Ma sœur Pêche s'en donnerait à cœur joie. Elle traitait chaque réunion de famille comme une séance photo pour un magazine de mode que personne ne lisait. Je suis entré dans la cuisine et j'ai mis la bouilloire à chauffer. La maison était silencieuse, remplie seulement par le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir et le sifflement lointain du vent. J'ai regardé la photo encadrée de mes grands-parents sur la cheminée. « Donnez-moi la force », ai-je chuchoté à la pièce vide. J'avais le pressentiment que cette visite n'était pas seulement une visite de courtoisie. Ils savaient que je partais pour 1 an et demi. Ils savaient que la maison serait vide. Et mon père, Conrad, était comme un requin. Il pouvait sentir le sang dans l'eau à des kilomètres à la ronde. Je les ai entendus avant de les voir. Le moteur de la berline de luxe de mon père gémissait en peinant à gravir l'allée de gravier escarpé. C'était une voiture conçue pour les chaussées lisses de la ville et les parkings de balais, pas pour la côte accidentée et pleine de nids de poules de Washington. Elle s'est garée à côté de ma Subaru cabossée, brillant comme un scarabée noir et lisse sur fond de forêt sauvage et indomptée. Mon père, Conrad, est sorti le premier. C'était un homme grand,
de 65 ans, qui portait des costumes italiens même les week-ends décontractés. Il a regardé la boue sur ses chaussures vernies avec un dégoût immédiat, sortant un mouchoir en soie de sa poche pour tamponner une tache de saleté qui n'était même pas là. Puis ma mère, Béatrice, est apparue. Elle serrait son sac à main de créateur comme si les arbres allaient essayer de le lui arracher. Elle a regardé autour d'elle nerveusement, ses yeux balayant la lisière des arbres comme si un ours était sur le point de lui foncer dessus. Enfin, ma sœur Paige, 28 ans, belle de cette manière soignée et filtrée, est actuellement en train de faire défiler son téléphone, ignorant complètement la vue majestueuse. Mon Dieu, ça sent le poisson pourri ici, a annoncé Paige en sortant, ses baskets blanches immaculées s'enfonçant légèrement dans la terre molle. Ça s'appelle la nature, Paige, ai-je dit, appuyé contre la rambarde du porche, croisant les bras pour créer une barrière physique entre nous. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Morgane, a dit mon père, sans me regarder dans les yeux. Il scrutait la ligne du toit. Ses yeux se sont plissés en signe d'évaluation. Tu as de la mousse sur les bardeaux. Ça va provoquer de la pourriture. Tu dois remplacer tout le toit. Je connais quelqu'un. Ça coûterait probablement 20 000 $, mais il faut le faire pour maintenir la valeur de l'actif. Le toit va bien, papa. Je l'ai traité l'été dernier, ai-je répondu, gardant ma voix stable. Et c'est une maison, pas un actif. Ça fait bas de gamme, a-t-il marmonné, passant devant moi pour entrer dans la maison sans y être invité, me frôlant l'épaule au passage. À l'intérieur, ils ne se sont pas assis. Ils ont rôdé. C'était comme une invasion. Ma mère a passé un doigt manucuré le long du manteau de la cheminée en pierre, vérifiant la poussière. Elle a grimacé en trouvant, essuyant son doigt sur son pantalon. Paige est allée directement à la fenêtre, tenant son téléphone en l'air, essayant de trouver un signal. Mon père arpentait le salon, calculant. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Il ne regardait pas ma maison. Il regardait la superficie. Il regardait la liquidité. Puis son téléphone a sonné. Il l'a sorti, vérifiant l'écran. Son visage a pâli une fraction de seconde, une lueur de peur brute et authentique que je n'avais jamais vue auparavant, avant qu'il ne se reprenne. Il est allé dans le couloir, baissant la voix. J'ai fait semblant d'arranger des papiers sur la table, mais j'ai tendu l'oreille. L'acoustique de la vieille maison était excellente, portant son murmure jusqu'au bout du couloir. Je connais la date, a chuchoté agressivement mon père au téléphone. J'ai dit que je l'aurais. Tu n'as pas besoin d'appeler à la maison. Non, écoute-moi. La liquidité arrive. J'ai juste besoin de quelques semaines. Mon estomac s'est noué. Liquidité. C'était du jargon financier pour argent liquide. Et, j'ai juste besoin de quelques semaines, était le jargon des joueurs pour dire, je suis dans de sales draps. Il a raccroché et est revenu dans la pièce, lissant sa cravate, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Alors, Morgane, le Maine, 18 mois. C'est long pour laisser une propriété comme celle-ci à l'abandon. J'ai un gardien de maison. J'ai menti. Et un système de sécurité surveillé. Ce n'est pas suffisant. Mon père a coupé court, sa voix résonnant dans la petite pièce. Nous devons parler de la réalité. J'ai fait du thé. Il n'en voulait pas, mais ça me donnait quelque chose à faire avec mes mains pour qu'elles arrêtent de trembler. Nous nous sommes assis autour de la table de la salle à manger, la lourde table en chêne que mon grand-père avait construite à la main il y a 60 ans. Le bois était marqué et taché, plein d'histoires. Mes parents étaient assis d'un côté, un front uni. J'étais assise seule de l'autre. Nous avons réfléchi, a commencé ma mère, sa voix prenant ce ton doux et tremblant qu'elle utilisait quand elle voulait me manipuler. Avec ton départ si long, ça nous inquiète. Les taux de criminalité, les squatteurs, les tempêtes d'hiver. Si une canalisation éclate, personne ne le saura pendant des semaines. J'ai une assurance, maman, et des voisins. Des voisins? Mon père a ricané. Tu veux dire la vieille veuve à 1 kilomètre d'ici? Elle voit à peine au-delà de son porche. Il a sorti une brochure brillante de la poche de sa veste. Il l'a fait glisser sur la table. Elle s'est arrêtée juste devant ma tasse de thé. La couverture montrait un couple de personnes âgées souriant en jouant au golf sous un palmier, leur dent d'une blancheur impossible. Le texte disait « Sunridge Luxury Living, Scottsdale, Arizona ». Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, le regardant.
Notre avenir, a dit ma mère, tendant la main pour toucher la mienne. Sa peau était froide. Morgan, l'arthrite de ton père s'aggrave. L'air humide de Seattle le tue. Nous avons besoin d'un climat sec. Et Paige, elle a cette merveilleuse opportunité de lancer sa boutique, mais elle a besoin d'investisseurs. Les banques sont difficiles à cause de l'économie. Et vous voulez que je fasse quoi? Ai-je demandé, bien que le nœud dans mon estomac me dise que je connaissais déjà la réponse. Vends la maison, a dit Conrad. Le masque est tombé complètement. J'ai un ami, un promoteur. Il adore cet emplacement. Il est prêt à payer cash. Aujourd'hui, on vend ce taudis, on achète l'appartement à Scottsdale, on finance l'entreprise de Paige, et on met une belle somme sur ton compte d'épargne. Tout le monde y gagne. Je ne vends pas, ai-je dit. Ma voix était calme, mais ferme. Ne sois pas égoïste, a lancé Paige, levant les yeux de son téléphone pour la première fois. Tu vas être dans le Maine à regarder des cailloux. Pourquoi as-tu besoin d'une maison sur la plage? Maman et papa méritent de prendre leur retraite en paix. Tu gardes cet endroit comme un dragon assis sur de l'or. Ils peuvent prendre leur retraite où ils veulent, ai-je dit en regardant Paige. Mais pas à mes frais. Grand-père m'a laissé cette maison. Il m'a fait promettre de la protéger. Il savait que vous la vendriez dès qu'il serait 6 pieds sous terre. Mon père a claqué sa main sur la table. Les tasses de thé ont tremblé. Arthur était un vieil imbécile sénile. Il ne comprenait rien à la finance. Regarde-toi, Morgan. Tu as 35 ans, célibataire, gagnant des clopinettes en tant que chercheuse. Tu t'accroches à un navire en perdition. J'essaie de te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, papa. J'ai besoin que tu respectes ma décision. La réponse est non. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. Mon père s'est levé, son visage prenant une teinte de rouge qui jurait avec sa cravate coûteuse. Il s'est penché sur moi, son eau de colonne submergeant l'odeur de la mer. Tu as toujours été une enfant ingrate. Nous t'avons tout donné. Des écoles privées, une voiture quand tu as eu 16 ans, et c'est comme ça que tu nous remercies? En laissant tes parents souffrir dans le froid pendant que tu gardes jalousement une maison que tu utilises à peine? J'habite ici, papa. C'est ma maison et j'ai payé ma propre voiture si tu te souviens. Tu as loué la BMW pour Paige. Il m'a regardé avec un venin pur. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me frapper. Puis il s'est brusquement redressé. Il a boutonné sa veste. Très bien, fais comme tu veux. Il a fait un geste à ma mère et à ma sœur. Allons-y. Elle a fait son choix. Ma mère m'a regardé avec des yeux tristes et déçus, son arme la plus puissante. J'espère juste que tu ne regretteras pas ça, Morgan. La famille, c'est tout ce que nous avons. Ils se sont dirigés vers la porte, mais l'atmosphère dans la pièce avait changé. Ce n'était plus seulement de la déception. C'était de la malveillance. Mon père s'est arrêté sur le seuil, la main sur la poignée de porte. Il s'est retourné pour me regarder, et son expression m'a glacé le sang. Ce n'était pas le regard d'un père. C'était le regard d'un homme d'affaires face à un mauvais investissement. Tu sais, a dit Conrad, sa voix dangereusement basse. Nous avons beaucoup investi en toi, Morgan. Les frais de scolarité, l'appareil dentaire, les camps d'été. Nous pensions que tu deviendrais quelqu'un qui pourrait contribuer à l'héritage de cette famille. Je suis une scientifique publiée, papa, ai-je dit. Je contribue au monde. Il a ricané. Un son bref et sec. Tu joues avec de la boue. Tu es un investissement qui n'a pas rapporté. Et maintenant que nous avons besoin de toi, que la famille a besoin de toi, tu nous tournes le dos. Je ne vous tourne pas le dos. Je protège ma maison. Ce n'est pas une maison, a-t-il craché. C'est une ressource, et tu la gaspilles. Il a ouvert la porte, laissant le vent froid s'engouffrer. Ne t'attends pas à ce qu'on te rende visite dans le Maine. Nous serons trop occupés à essayer de survivre pendant que tu joues à l'ermite. Ils sont partis. Je les ai regardés s'en aller, debout dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que les feux arrière de la berline disparaissent au détour du virage. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline pure. J'avais l'impression de sortir d'un combat à poings nus. J'ai verrouillé la porte. Puis je l'ai verrouillée à double tour.
J'ai appuyé mon front contre le bois frais et j'ai respiré. Liquidité. Le mot résonnait dans mon esprit. Il avait besoin d'argent rapidement. Et il venait de réaliser que sa source de cash la plus facile, ma maison, était inaccessible. Conrad n'était pas du genre à accepter un non. Il considérait un non comme une tactique de négociation. Il reviendrait. Ou pire, il ne reviendrait pas. Il ferait quelque chose en douce. J'ai regardé mon salon. Mes livres, le fauteuil de mon grand-père, ma vie. Ils ne prendront pas ça, ai-je dit à voix haute. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Il me restait 48 heures avant mon vol. Je devais fortifier le château. J'ai conduit jusqu'en ville, mon esprit tournant à plein régime. La petite ville côtière était calme, les touristes partis depuis longtemps pour la saison. Je me suis garé devant le magasin d'électronique, ressentant un sentiment d'urgence qui frisait la paranoïa. J'ai acheté 4 caméras de sécurité haut de gamme, de petits cubes noirs qui pouvaient être facilement dissimulés. J'ai acheté des piles supplémentaires, un prolongateur Wi-Fi et un hotspot mobile au cas où ils essaieraient de couper la ligne Internet. Le vendeur m'a regardé avec inquiétude alors que j'empilais les articles sur le comptoir. « Vous attendez des ennuis ?» a-t-il demandé. « Juste des ratons laveurs », ai-je menti. « Des gros. » J'ai passé le reste de l'après-midi et de la soirée à les installer. Je me sentais comme une espionne dans ma propre maison. J'ai percé un trou à l'arrière d'une encyclopédie évidée sur l'étagère et j'y ai niché une caméra. L'objectif regardant à travers le dos du livre. Celle-là couvrait tout le salon. J'en ai placé une autre sur le dessus des armoires de cuisine, cachée derrière un vase en céramique décoratif. Celle-là couvrait la porte arrière et la table de la cuisine où les contrats seraient signés. Les caméras extérieures étaient plus délicates. J'ai dû utiliser une échelle. J'en ai caché une dans l'avant-toit du Porsche, peinte pour correspondre au bois. La dernière, je l'ai placée à l'intérieur d'un vieux nichoir sur le chêne faisant face à l'allée. Je l'ai parfaitement orientée pour capturer les plaques d'immatriculation. Je les ai toutes connectées à un serveur cloud. J'ai configuré des alertes sur mon téléphone. Mouvement détecté. Je l'ai testé. J'ai marché devant le nichoir. 3 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. Une image parfaitement nette de moi, l'air inquiet et fatigué, est apparue à l'écran. Ça marchait. Je me suis assise par terre dans mon salon, entouré de mèches de perceuse et de sueur. Je me sentais plus en sécurité, mais aussi incroyablement triste. J'avais 35 ans et j'équipais la maison de mon enfance de matériel de surveillance parce que je ne pouvais pas faire confiance à mes propres parents pour ne pas me voler. Ce n'était pas normal. Je le savais. Mais en regardant les fenêtres sombres, imaginant le visage désespéré de mon père, je savais que c'était nécessaire. Le lendemain matin, mon dernier jour à Washington, j'avais un dernier rendez-vous. J'ai conduit jusqu'à Port Angeles pour rencontrer Silas. Silas était mon plus vieil ami. Nous avions survécu ensemble au lycée, nous liant d'amitié en tant que paria dans une ville de pêcheurs et de bûcherons. Maintenant, il était un avocat immobilier impitoyable avec un esprit vif et un faible pour la conservation. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner près du port. Je me suis glissé dans la banquette en face de lui. Il a regardé mon visage et a froncé les sourcils. « Tu as l'air de revenir de la guerre », a dit Silas, faisant signe à la serveuse pour du café. « C'est l'impression que j'ai. » J'ai admis, ils sont venus hier. Ils veulent vendre la maison à un promoteur. Papa a des ennuis. Silas, je l'ai entendu au téléphone. Il doit de l'argent à quelqu'un d'effrayant. Silas a hoché la tête d'un air sombre. Ça colle. J'ai entendu des rumeurs. Conrad a été vu au casino du Sud plus souvent que d'habitude et il essaie de mobiliser ses propres actifs, mais les banques lui ferment les portes. Il est désespéré, ai-je dit. Et il pense qu'il peut me forcer à vendre. Il ne peut pas la vendre légalement, a dit Silas, prenant une gorgée de café. L'acte de propriété est uniquement à ton nom. Je sais, mais s'il falsifie ma signature, s'il trouve un notaire véreux, je serai à 3000 miles de là, dans le Maine. Silas a tapoté ses doigts sur la table. Nous avons besoin d'une pilule empoisonnée. Quelque chose qui rend la terre sans valeur pour un promoteur même s'il parvienne à tromper une compagnie de titres. Il a sorti un dossier de sa mallette. J'ai regardé tes données de recherche. Le guillemot marbré. Les oiseaux ? Ai-je demandé. Oui.
Tu as documenté un couple nicheur sur la crête nord, n'est-ce pas? Oui. Depuis 3 ans. Parfait. Silas a souri. Nous déposons une mise à jour de la servitude de conservation existante. Nous désignons explicitement la crête nord comme un habitat essentiel pour une espèce en voie de disparition. Nous la déposons auprès du US Fish and Wildlife Service et des registres du comté. Qu'est-ce que ça fait? Ça gèle le développement. A expliqué Silas. Si un promoteur achète cette terre, il ne peut pas couper un seul arbre à moins de 500 pieds de CENI sans un permis fédéral. Et obtenir ce permis prend 5 ans et $1 million en études d'impact environnemental. En gros, la terre devient radioactive pour quiconque veut construire un complexe hôtelier. Mais ça protège les oiseaux, ai-je dit, souriant pour la première fois depuis des jours. Exactement. Ça protège les oiseaux et ça te protège. Même si ton père parvient à la vendre, l'acheteur le poursuivra pour fraude dès qu'il réalisera qu'il a acheté un sanctuaire d'oiseaux au lieu d'un site hôtelier. J'ai signé les papiers là, sur la table grasse du dîner. C'était comme signer une déclaration de guerre, mais aussi une déclaration d'indépendance. Dépose-le, ai-je dit. Rends-le officiel. Le Maine a été un choc pour le système. J'ai atterri à Portland et j'ai conduit 3 heures vers le nord jusqu'à la station de recherche. Le paysage était plus rude ici. Des rochers de granit, une eau glacée et un vent qui semblait avoir des couteaux. La station de recherche était un ensemble de petites cabanes accrochées à un promontoire rocheux. C'était isolé, calme et exactement ce dont j'avais besoin. J'ai rencontré mon équipe le premier soir. Nous étions 3, moi, une géologue nommée Sarah, et un capitaine de bateau local et spécialiste de terrain nommé Liam. Liam avait 32 ans, avec une barbe qui semblait pouvoir poncer du bois et des yeux étonnamment gentils. Il m'a aidé à porter mon équipement dans ma cabane. Tu voyages léger pour 18 mois, a-t-il noté, soulevant mon unique sac de sport. Je suis parti précipitamment, ai-je dit. J'avais besoin de m'éloigner. La famille, a-t-il deviné. Quelque chose comme ça. Nous avons rapidement pris une routine. Debout à l'aube. Sortis en bateau pour mesurer l'érosion des sédiments, nous gelant les mains en collectant des échantillons, retour à la station pour entrer les données. C'était un travail épuisant, mais c'était honnête. Liam était une révélation. Il était compétent, calme et profondément respectueux. Nous passions des heures à parler sur le bateau. Il m'a parlé de sa famille. Ses parents vivaient à 2 villes de là. Il tenait une petite boulangerie. Il y allait dîner tous les dimanches. Tu devrais venir un jour, m'a-t-il proposé un jour alors que nous nettoyions le pont. Maman fait une tarte aux myrtilles qui changera ta vie. Je ne veux pas déranger, ai-je dit. Ce n'est pas déranger, a-t-il souri. C'est la famille. On passe juste du temps ensemble. Ce n'est pas un problème. Cela sonnait comme une langue étrangère pour moi. Une famille sans drame, sans exigence, sans valeur d'actif améliorée. J'ai vérifié mon téléphone constamment pendant ces premières semaines. J'ai vérifié les flux des caméras. La maison à Washington était vide, grise et silencieuse. Pas de voiture dans l'allée, pas de mouvement à l'intérieur. J'ai commencé à me détendre. Peut-être que j'avais surréagi. Peut-être que mon refus avait réellement fonctionné et que mon père était passé à un autre plan. J'avais tort. Environ un mois après mon arrivée, le colis est arrivé. C'était une grande boîte emballée dans du papier brun. Je l'ai ouverte dans la salle commune de la station de recherche. À l'intérieur se trouvait un épais pull en laine tricoté à la main, une boîte de chocolat cher et une carte. La carte disait « Pensons à toi dans le froid. Reste au chaud. Amour, maman et papa. » Je l'ai fixé. Ma mère n'avait rien tricoté depuis 1995. Joli pull, a dit Liam, entrant avec une tasse de café. De la part de tes parents? Ouais, ai-je dit, touchant la laine. C'était doux. C'est bizarre. Pourquoi bizarre? Ils ne font pas ça. Les cadeaux viennent généralement avec des conditions. Ce soir-là, ma mère a appelé. J'ai hésité avant de répondre, regardant l'écran vibrer. Finalement, j'ai décroché. Tu as reçu le colis, ma chérie? Sa voix était guillerette, joyeuse. Oui, maman. Le pull est magnifique. C'est toi qui l'as fait? Oui. J'ai pris des cours. Ton père et moi avons fait quelques changements.
il a rejoint un groupe de peinture. Tu y crois? Conrad peignant des paysages. Elle a ri. Cela sonnait presque authentique. Nous voulions juste te dire que nous sommes désolés, Morgan. Pour la dernière visite. Nous étions stressés. Papa était, eh bien, tu sais comment il est avec l'argent. Mais il a réglé ça. Nous voulons juste redevenir une famille. Il a réglé ça? Ai-je demandé, le scepticisme se glissant dans ma voix. Le problème de liquidité? Oh, oui. Il a trouvé un investisseur privé pour un de ses autres projets. Tout va bien. Tu nous manques. Nous voulons que tu te concentres sur ton travail et que tu ne t'inquiètes pas pour nous. Je voulais la croire. Mon Dieu, je voulais tellement la croire. J'étais seul dans le Maine malgré la compagnie de Liam. La petite fille en moi qui voulait juste que sa maman l'aime s'est réveillée. Merci, maman, ai-je dit doucement. Vous me manquez aussi. On passera vérifier la maison de temps en temps pour toi. D'accord. Juste pour s'assurer que les tuyaux ne gèlent pas. Sans pression, juste pour aider. D'accord, ai-je dit. Merci. J'ai raccroché, me sentant plus légère. Peut-être qu'ils avaient vraiment changé. Peut-être que la peur de presque me perdre les avait réveillés. C'était le début de la campagne. Pendant les 2 mois suivants, ils ont été parfaits, des appels hebdomadaires, des petits cadeaux. Paige a même aimé mes publications sur Instagram. C'était un cours magistral de manipulation. Thanksgiving est arrivé en novembre. Je ne pouvais pas me permettre de retourner à Washington, et honnêtement, je ne voulais pas risquer de briser la paix fragile avec mes parents. Liam m'a invité chez ses parents. Viens, a-t-il dit. Ça va être bruyant, chaotique, et il y aura trop de nourriture. Tu vas adorer. J'ai accepté. Nous avons conduit jusqu'à la maison de ses parents, un chalet confortable et encombré qui sentait la cannelle et la levure. Sa mère, une femme petite et ronde nommée Martha, m'a serré dans ses bras dès que j'ai franchi la porte. Tu dois être Morgan. Liam parle de toi sans arrêt. Entre, ma pauvre petite chose gelée. Tiens, prends du cidre. Son père, un pêcheur à la retraite avec une poignée de main écrasante, a tapé dans le dos de Liam. Content de te voir, fiston. Le bateau fonctionne bien? Il tourne super bien, papa. Je me suis assise dans un coin de la cuisine en les regardant. Ils se disputaient à propos du football. Ils se taquinaient. Ils riaient, mais il n'y avait pas de tension. Pas de courant sous-jacent de transaction. Quand le père de Liam l'a interrogé sur son travail, il a écouté. Il n'a pas demandé combien d'argent Liam gagnait. Il n'a pas suggéré que Liam devrait trouver un vrai travail. Au dîner, ils ont fait le tour de la table en disant ce pourquoi ils étaient reconnaissants. Je suis reconnaissante pour cette nourriture, a dit Martha. Et que Liam ait enfin ramené une fille à la maison qui mange des glucides. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi, mais j'avais mal à la poitrine. Quand ce fut le tour de Liam, il a regardé ses parents. Je suis reconnaissant que vous m'ayez aidé avec la compte pour le nouveau moteur. Je vous rembourserai la saison prochaine. Je le promets. Ne t'en fais pas. Son père a fait un geste de la main. C'est un investissement en toi. Tu es notre fils. Nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe. Je me suis excusé et je suis allé aux toilettes. J'ai verrouillé la porte et j'ai ouvert le robinet pour qu'ils ne m'entendent pas sangloter. J'ai pleuré pour la famille que je n'ai jamais eue. J'ai pleuré parce que voir à quoi ressemblait une famille saine rendait ma propre réalité insupportable. Mon père ne me voyait pas comme un membre de l'équipe. Il me voyait comme une employée sous-performante. Ma mère ne voulait pas me nourrir. Elle voulait m'utiliser. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient rouges. Réveille-toi, Morgan. Ai-je chuchoté à mon reflet. Ne tombe pas dans le panneau du pull. Ne tombe pas dans le panneau des biscuits. C'est un mensonge. Je me suis lavé le visage et je suis retourné. Liam m'a jeté un regard inquiet, mais il n'a pas insisté. Il a juste mis une part de tarte devant moi et m'a serré la main sous la table. Cette nuit-là, de retour à la station de recherche, je me suis connecté aux caméras de sécurité pour la première fois depuis des semaines. La maison était sombre. Mais en parcourant le journal des événements, j'ai remarqué quelque chose. Il y avait des lacunes.
Des moments où les caméras s'étaient déconnectées pendant 1 heure ou 2. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'hiver du Maine. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Ce n'étaient pas mes parents. C'était Madame Gable, ma voisine de 80 ans à Washington. Morgane, ma chère. Sa voix était grésillante, faible. Madame Gable. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Eh bien, je ne veux pas déranger, mais j'ai pensé que tu devrais savoir. J'ai vu des gens marcher sur ta crête aujourd'hui. Je sais que tu as dit que tu étais parti. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Qui était-il? Je ne pouvais pas voir les visages clairement. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, mais il y avait 3 hommes. Ils portaient ces gilets orange vif. Des arpenteurs, peut-être. Et j'ai vu une voiture noire garée plus bas sur la route, cachée derrière le bosquet d'épicéas. Elle ressemblait à la voiture de ton père. La voiture de mon père? Je crois. Elle était brillante, déplacée. Sont-ils entrés dans la maison? Je ne les ai pas vus entrer. Ils marchaient principalement sur le terrain, pointant des choses. L'un d'eux avait un trépied. Merci, Madame Gable. Vous avez bien fait de m'appeler. J'ai raccroché. J'ai immédiatement ouvert l'application de la caméra. Rien. La caméra de l'allée montrait une route vide. La caméra du Porsche ne montrait rien. Ils s'étaient garés plus bas sur la route. Ils étaient malins. Ils savaient que je pouvais avoir des caméras. Ou du moins ils étaient prudents. Ils arpentaient le terrain depuis le périmètre, restant hors des zones de détection de mouvement. Le cours de peinture était un mensonge. L'investisseur privé était un mensonge. Ils avançaient avec la vente. Ils le faisaient juste discrètement, attendant que tout soit prêt avant de frapper. J'ai appelé Silas. Ils sont de retour, ai-je dit. Madame Gable a vu des arpenteurs. Je vois. A dit Silas. J'ai surveillé les demandes de crédit de ton père. Il devient désespéré. Les usuriers de Vegas le pressent. Il a jusqu'à la fin de l'année. C'est dans 3 semaines, ai-je dit. Exactement. S'il doit bouger, il va bouger maintenant. J'ai arrêté de dormir. Je gardais mon iPad à côté de mon lit, le flux de la caméra ouvert 24h24 et 7J7. C'est arrivé 3 nuits plus tard. Il était 2 heures du matin à Washington, 5 heures du matin dans le Maine. J'étais réveillé, buvant du café, fixant l'écran. Une notification est apparue. Mouvement détecté. Salon. Mon cœur s'est arrêté. J'ai tapé sur l'écran. La vision nocturne s'est activée, baignant mon salon dans une lumière verte fantomatique. Un faisceau de lampes de poche a traversé l'obscurité. Une silhouette est entrée dans le cadre. C'était un homme. Il portait des gants et un chapeau, mais je connaissais cette démarche. Je connaissais la courbure de ses épaules. C'était Conrad. Il n'a pas cassé de fenêtre. Il n'a pas défoncé la porte. Il est entré directement. Comment? Puis je me suis souvenu. Il y a des années, quand j'étais à l'université, j'avais donné un double de clé à ma mère pour les urgences. Je lui avais redemandé après les funérailles, et elle avait dit qu'elle l'avait perdu. Elle ne l'avait pas perdu. Elle l'avait gardé pendant 10 ans, juste au cas où. Conrad a marché jusqu'au centre de la pièce. Il tenait un téléphone à son oreille. Je suis dedans, a-t-il chuchoté. L'audio de la caméra était faible, mais dans le silence de la maison vide, c'était audible. Ouais, l'endroit est vide. C'est un peu poussiéreux, mais ça se nettoie bien. Il s'est approché de la fenêtre, éclairant les murs avec la lampe. Non, elle n'en a aucune idée. Elle se gèle le cul dans le Maine. On est bon pour y aller. Écoute, dis à l'acheteur qu'on peut conclure vendredi prochain. J'aurai le notaire prêt. Ouais, Barry est dans le coup. Il tamponnera n'importe quoi pour une bouteille de scotch. Barry. Barry Miller, le vieux copain de boisson de mon père. Un assistant juridique radié du barreau qui traînait au country club avant de se faire prendre pour détournement de fonds. Vendredi, a dit Conrad, prépare le virement. 850 000 $. Fait. Il s'est retourné et est sorti, verrouillant la porte derrière lui. Je suis resté assise dans la cabane sombre, tremblante. Je me sentais violé,
Pas seulement parce qu'il était entré par effraction, mais à cause de la cruauté désinvolte de ses propos. Elle n'en a aucune idée. Se gèle le cul. Il ne se souciait pas de moi. Il ne l'avait jamais fait. J'étais juste un obstacle à contourner. J'ai enregistré le clip. Je l'ai sauvegardé sur mon téléphone, sur le cloud et je l'ai envoyé par email à Silas. Puis j'ai réveillé Liam. Ils l'ont fait, ai-je dit, lui montrant la vidéo. Ils la vendent vendredi prochain. Liam a regardé l'écran, puis moi. Son visage s'est durci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les laisser faire, ai-je dit. Je vais les laisser signer les papiers. Je vais les laisser prendre l'argent. Pourquoi? Parce que la tentative de fraude est une simple tape sur les doigts, ai-je dit, ma voix froide. Mais la fraude par virement électronique? Vendre une propriété que l'on ne possède pas pour près d'1 million de dollars. C'est la prison fédérale. J'ai regardé le fantôme de mon père sur l'écran. Tu veux la maison, papa? Ai-je chuchoté. Viens la prendre. Ça y est. Le piège est tendu. Mes parents pensent qu'ils ont gagné, mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Si vous appréciez cette histoire et voulez voir comment la vengeance se déroule, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Ça nous aide vraiment. Dites-moi aussi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, passons à la deuxième partie, où le couperet tombe enfin. Le soleil s'est levé sur l'océan Atlantique, peignant le ciel du Maine dans des tons meurtris de violet et d'orange. Mais je n'avais pas dormi. J'étais toujours assise à la petite table en bois de la cabane, la vidéo de mon père s'introduisant chez moi tournant en boucle sur l'écran de mon ordinateur portable. Liam était assis en face de moi, tenant une tasse de café. Il n'avait pas dit un mot depuis 20 minutes. Il me regardait juste, me laissant digérer la trahison. Alors, ai-je dit, ma voix rauque à force de silence. Ils le font vendredi prochain. Tu as la preuve, a dit Liam, pointant l'écran. Tu l'as en vidéo en train de commettre une effraction. Tu as l'audio de sa conspiration pour commettre une fraude. Appelle les flics, Morgan. Arrête la vente. Si j'appelle les flics maintenant, ai-je dit, regardant la côte gelée, il va trouver une excuse. Il dira qu'il vérifiait juste les tuyaux. Il dira que la conversation sur la vente était juste hypothétique. Il dira que Barry le notaire a fait une erreur. Il s'en sortira. Il s'en sort toujours. Alors, quel est le plan? J'ai besoin qu'il franchisse la ligne. Ai-je dit. J'ai besoin qu'il signe l'acte de vente. J'ai besoin qu'il prenne l'argent. Une fois que ce virement touchera son compte, ce ne sera plus un malentendu. Ce sera une fraude par virement électronique fédéral. Ce sera un vol qualifié. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Silas. Il n'était que 5 heures du matin à Seattle, mais il a répondu à la première sonnerie. J'ai vu la vidéo, a dit Silas. Sa voix était sombre. Conrad est plus audacieux que je ne le pensais. On laisse faire. Silas, ai-je dit, on va les laisser marcher jusqu'au bord de la falaise et sauter. D'accord. A dit Silas. Si on fait ça, il faut être blindé. On doit savoir exactement qui est impliqué et jusqu'où ça va. Je vais commencer à creuser sur Barry Miller et ce prêteur privé que ton père a mentionné. Je veux tout. Ai-je dit. Je veux savoir qui détient la dette. Je veux savoir qui sont les promoteurs. Je veux savoir ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner. Considère que c'est fait, a dit Silas. Dors un peu, Morgan. Tu as une guerre à mener la semaine prochaine. J'ai raccroché. Je n'ai pas dormi, cependant. J'ai commencé à faire mes bagages. À midi, Silas m'avait envoyé un dossier. La première cible était Barry Miller. Je me souvenais de Barry de mon enfance. C'était un homme au visage rouge qui sentait toujours le gin et les bonbons à l'amande bon marché. Il jouait au golf avec mon père. Je ne savais pas grand-chose de lui à l'époque, si ce n'est qu'il me mettait mal à l'aise. Selon les recherches de Silas, la vie de Barry s'était effondrée il y a 5 ans. Il avait été assistant juridique dans un cabinet de taille moyenne, mais il s'était fait prendre à détourner des fonds de clients pour payer des dettes de poker en ligne. Il a été radié du barreau, licencié et a évité de justesse la prison en dénonçant son patron. Depuis, il était à la dérive. Pas de travail, pas de licence,
mais il avait gardé son tampon de notaire. C'est le maillon faible, a expliqué Silas au téléphone alors que je parcourais les dossiers judiciaires de Barry. Un tampon de notaire est censé expirer. Barry n'a jamais renouvelé le sien parce qu'il ne le pouvait pas. Il utilise un tampon expiré et invalide. Cela seul rend tout document qu'il touche nul. Mais une compagnie de titres ne le saura pas à moins de regarder de près. Et si Conrad précipite la clôture, il pourrait ne pas regarder de près jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc mon père le paie pour falsifier ma signature. Exactement. Barry reçoit une bouteille de scotch et peut-être quelques centaines de dollars, et ton père obtient une procuration qui lui permet de vendre ta maison. C'est pathétique, ai-je dit. C'est criminel, a corrigé Silas. Faux en écriture au premier degré. Et la dette? Ai-je demandé. Pourquoi papa est-il si désespéré? Ça, a soupiré Silas, c'est la partie effrayante. Silas a envoyé un deuxième dossier. C'était un rapport de crédit, mais plus approfondi. Il incluait des informations de base de données privées auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès. Ton père perd de l'argent depuis une décennie. A dit Silas. La maison à Seattle, hypothéquée jusqu'au cou. Les voitures en leasing, l'adhésion au country club en retard de paiement. Mais le vrai problème est un prêt qu'il a contracté il y a 6 mois auprès d'une banque. Non, auprès d'un groupe de prêts privés basé à Las Vegas appelé Silver State Holdings. C'est un nom poli pour des usuriers. Morgan. Il prête de l'argent à haut intérêt aux joueurs qui ont épuisé leur carte de crédit. Combien? 150 000 $. Avec les intérêts, c'est maintenant plus proche de 200 000 $. Et les conditions stipulent que le remboursement est dû en totalité le 31 décembre. J'ai regardé le calendrier. Nous étions à la mi-décembre. S'ils ne paient pas, ce ne sont pas le genre de personnes qui vous envoient une lettre de recouvrement, a dit Silas sombrement. Ils envoient des gens vous briser les genoux. C'est pour ça qu'ils paniquent. Il ne vend pas ta maison pour financer un appartement de retraite. Il la vend pour sauver sa vie. J'ai fixé le chiffre. 150 000 $. Il l'avait perdu au jeu. Probablement sur des paris sportifs ou du poker ou des actions qu'il ne comprenait pas. Et maintenant, il était prêt à détruire ma vie pour couvrir ses traces. Il est terrifié, ai-je chuchoté. Il devrait l'être. A dit Silas. Mais ça ne lui donne pas le droit de voler ton héritage. Non, ai-je convenu. Ça ne lui donne pas ce droit. La dernière pièce du puzzle était l'acheteur. Apex Coastal développé. Je me suis renseigné sur eux. A dit Silas. Ils sont légitimes dans le sens où ils construisent réellement des choses, mais ce sont des monstres. Ils se spécialisent dans l'achat de propriétés côtières en difficulté, le rezonage et la construction de complexes de luxe à haute densité. Ils ne se soucient pas de l'environnement. Ils bétonnent les zones humides. Ils abattent les forêts anciennes. Ils veulent construire un complexe de 50 unités. Je me suis souvenu de mon père disant dans la vidéo, 50 unités, a confirmé Silas. Ils devraient raser toute la crête nord. Les épicéas de ton grand-père, disparus en une semaine. Le ruissellement du parking empoisonnerait les bassins de marée en un mois. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de la destruction de tout ce que j'aimais. Il s'agissait d'effacer l'histoire de la Terre. Le prix de vente est de 850 000 $. A dit Silas. C'est une offre en espèces. Clôture rapide. Apex pense faire une bonne affaire car le terrain vaut le double s'il est constructible. Ton père vend à bas prix parce qu'il a besoin d'argent rapidement. Mais le terrain n'est pas constructible, ai-je dit, un petit sourire froid se formant sur mes lèvres. N'est-ce pas? Plus maintenant, a dit Silas. Tu l'as déposé. Ai-je demandé. Je l'ai déposé ce matin, a dit Silas. La mise à jour de la désignation d'habitat essentiel. C'est officiellement enregistré dans la base de données du US Fish and Wildlife et au bureau des registres du comté. L'horodatage est 9h02. Donc, c'est actif. C'est actif. À partir de ce matin, ta propriété est un sanctuaire fédéralement protégé pour le guillemot marbré. Tout développement commercial est strictement interdit. La compagnie de titres le verra-t-elle? S'ils font une recherche approfondie, oui, a dit Silas, mais Apex est pressé. Il se fie à la parole de ton père et au tampon de Barry.
Il pourrait le manquer. Et même s'il ne le manque pas, nous devons nous assurer qu'il ne le voit pas avant d'avoir viré l'argent. Comment fait-on ça? On prie pour l'incompétence, a dit Silas. Et connaissant Barry Miller, l'incompétence est garantie. Le piège était tendu. Mon père vendait une promesse qu'il ne pouvait pas tenir. Apex achetait un produit qui n'existait pas et je tenais le détonateur. Mercredi matin, 2 jours avant la clôture. J'ai fait mon sac. J'ai dit à Liam que je devais y aller. Je viens avec toi. A-t-il dit, se tenant dans l'embrasure de la porte de ma cabane. Non, ai-je dit, c'est moche, Liam. Je ne veux pas que tu vois ça. J'ai vu des choses moches, a-t-il dit. Je ne te laisserai pas entrer seul dans la fosse aux lions. Ce n'est pas une fosse aux lions, ai-je dit, zippant ma veste. C'est un nid de vipères, et je sais comment les gérer. S'il te plaît, reste ici. Surveille la station. Je reviendrai. Il a hésité, puis a hoché la tête. Appelle-moi tous les jours. Si tu n'appelles pas, je prends un avion. Promis. J'ai conduit jusqu'à Portland. J'ai pris un vol pour Seattle. Le vol a semblé durer 1 an. J'étais assise au milieu, fixant le dossier du siège devant moi, répétant ce que je dirais, répétant comment je regarderais ma mère sans pleurer. J'ai atterri à Seattle à 22 heures. Il pleuvait, bien sûr. J'ai loué une berline grise, quelque chose de générique, quelque chose qui ne se remarquerait pas. Je ne voulais pas que mes parents repèrent ma Subaru. J'ai conduit jusqu'à la péninsule dans le noir. Les routes familières serpentaient à travers la forêt. J'ai dépassé la sortie vers ma maison. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Pas encore. J'ai pris une chambre dans un motel 6 dans la ville voisine. La chambre sentait le tabac froid et le nettoyant au citron. J'ai jeté mon sac sur le lit et je me suis assise. J'ai ouvert l'application de la caméra. La maison était calme, mais je pouvais voir des traces d'activité. Il y avait des empreintes de pas boueuses sur le parquet du couloir. Une tasse de café avait été laissée sur le comptoir de la cuisine. Il se préparait. Je me suis allongé sur le matelas bosselé, entièrement habillé. J'ai fixé le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. Demain, c'était jeudi, le jour de la préparation. Vendredi, c'était l'exécution. Vendredi matin s'est levé avec une lourde brume grise suspendue au-dessus de la péninsule. C'était le genre de temps qui étouffait le son, rendant le monde petit et intime. J'ai quitté le motel à 8 heures du matin. J'ai conduit jusqu'à une ancienne route forestière à environ un quart de mile de ma propriété. J'ai garé la voiture profondément dans les buissons et je l'ai couverte d'une bâche au cas où. J'ai marché à travers les bois. Je connaissais ces sentiers mieux que ma poche. Je me déplaçais silencieusement, marchant sur la mousse pour amortir mes pas. J'ai atteint mon point d'observation, un groupe de fougères épaisses sur une colline surplombant l'allée et l'arrière de la maison. Je me suis installé pour attendre. À 10 heures du matin, le défilé a commencé. La berline noire de mon père est arrivée la première. Il est sorti, l'air agité. Il arpentait l'allée, parlant au téléphone. Puis ma mère est arrivée dans son SUV, suivie de Paige. Elles ont commencé à transporter des boîtes de leur voiture à la maison. Elles ne sortaient pas des choses. Elles mettaient en scène la maison, la rendant présentable. À 11 heures du matin, un camion de déménagement est arrivé. Mon cœur battait à tout rompre. Des déménageurs. 2 hommes en salopette bleue sont sortis. Mon père a pointé la maison. Ils sont entrés. Quelques minutes plus tard, ils sont sortis en portant le fauteuil en cuir de mon grand-père. Le fauteuil dans lequel il s'asseyait tous les soirs pour lire. Le fauteuil qui sentait encore son tabac à pipe. Ils ne l'ont pas mis dans le camion. Ils l'ont porté jusqu'à une benne qui avait été livrée plus tôt ce matin-là. Ils l'ont jeté dedans. J'ai eu le souffle coupé, ma main volant vers ma bouche pour étouffer un cri. Des larmes me sont montées aux yeux. Ils jetaient mon histoire. Ils traitaient ma vie comme des ordures à évacuer pour les nouveaux propriétaires. Je voulais courir là-bas. Je voulais leur crier dessus. Mais je me suis retenu. Attends, me suis-je dit. Attends l'argent. Si je les arrêtais maintenant, ils s'excuseraient simplement et essaieraient à nouveau plus tard. J'avais besoin que le crime soit consommé. Je les ai regardés vider mon salon. Mes livres sont allés dans la benne. Mes tapis.
Le couvre-lit fait main que ma grand-mère avait cousu. J'ai mémorisé chaque article. Je l'ai ajouté au décompte de ce qu'il me devait. 13 heures, le promoteur est arrivé. Un énorme SUV argenté s'est garé. 2 hommes et une femme en sont sortis. Ils ressemblaient à des requins en costumes humains, manteaux chers, sourires acérés, yeux morts. Puis une fourgonnette déglinguée a cahoté dans l'allée. Barry Miller, le notaire fantôme. Ils sont tous entrés. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la caméra. Je suis passé à la caméra de la cuisine. Ils se rassemblaient autour de la table en chêne. Ma table. C'est un magnifique terrain. Disait le promoteur principal, Monsieur Henderson. Nous sommes impatients de commencer les travaux la semaine prochaine. Nous sommes heureux de le transmettre à quelqu'un qui a une vision. A dit mon père, versant du champagne dans des gobelets en plastique. Ma fille, elle l'a juste laissé à l'abandon. Eh bien, à de nouveaux commencements, a dit Henderson. Ils se sont assis. Barry Miller a sorti son tampon. Des papiers ont été brassés. Voici l'acte de vente, a dit mon père. Et voici la procuration signée par Morgan. Barry l'a tamponné. Et le virement? A demandé mon père, sa voix tremblant légèrement. Initié, a dit Henderson, tapotant sur sa tablette. 850 000 $. Ça devrait arriver sur votre compte d'un moment à l'autre. J'ai retenu mon souffle. Je fixais l'écran de mon téléphone dans les bois. 2 minutes se sont écoulées. Des banalités. Des rires. Puis le téléphone de mon père a sonné. Il l'a regardé. Un immense sourire s'est dessiné sur son visage. Reçu, a-t-il dit. La vente est conclue. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Silas. Silas, l'alerte de la banque vient de se déclencher. L'argent est là. L'acte est enregistré électroniquement. C'est fait. Le crime est complet. Je me suis levé. Mes jambes étaient raides, mais ma résolution était de faire. Il est temps d'aller à une fête, ai-je chuchoté. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Je l'ai conduite sur la route principale et j'ai tourné dans mon allée. Je n'ai pas ralenti. J'ai conduit jusqu'au Porsche, bloquant le SUV du promoteur. Le gravier a crissé bruyamment sous mes pneus. J'ai claqué la portière de la voiture et j'ai monté les marches. Je pouvais les entendre à l'intérieur. Des acclamations. Je suis entré par la porte d'entrée ouverte. La scène s'est figée. Mon père tenait un gobelet en plastique de champagne à mi-chemin de sa bouche. Ma mère riait de quelque chose que Pêche disait. Les promoteurs souriaient. Barry Miller remettait son tampon dans son sac. Sortez de ma maison, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a traversé la pièce comme un couteau. Ma mère a laissé tomber son gobelet. Le champagne a éclaboussé le parquet. Morgan, a-t-elle haleté. Tu es dans le Maine. Surprise, ai-je dit. J'ai regardé les promoteurs. Qui êtes-vous? Je suis Monsieur Henderson, a dit l'homme en s'avançant, l'air agacé. Le propriétaire de cette propriété, et vous êtes en train de commettre une violation de propriété. Vous ne possédez rien, ai-je dit. Et vous, j'ai pointé un doigt tremblant vers mon père, êtes un voleur. Le visage de mon père est passé du choc à un violet profond et violent. Qu'est-ce que tu fais ici, a-t-il sifflé. J'habite ici, ai-je dit. Tu as oublié? Nous avons un contrat, a crié Henderson, agitant un morceau de papier. Signé par votre père, qui détient votre procuration. Je n'ai jamais signé de procuration, ai-je dit, regardant Henderson dans les yeux. Mon père a falsifié ma signature. Et cet homme, j'ai pointé Barry, est un assistant juridique radié du barreau avec un tampon expiré. Barry avait l'air d'avoir envie de vomir. Il a attrapé son sac et a commencé à se diriger vers la porte. C'est un mensonge, a rugi Conrad. Elle ment. Elle est mentalement instable. Montre-moi la preuve, papa, l'ai-je défié. Montre-moi l'email où j'ai donné mon accord. Montre-moi le texto. Tu as donné ton accord verbalement, a-t-il crié. Au téléphone. J'ai des caméras, ai-je dit calmement. J'ai des microphones. Je vous ai en vidéo en train de vous introduire chez moi il y a 3 nuits. Je vous ai en audio en train de planifier la falsification.
La couleur a quitté le visage de Henderson. Il a regardé mon père. Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr que non. A hurlé Conrad. Il était maintenant pris de panique. Les murs se refermaient sur lui. Il s'est approché de moi, me dominant. Petite ingrate, tu ruines tout. J'ai fait ça pour la famille, pour ta mère, pour Paige. Tu l'as fait pour tes dettes de jeu, ai-je dit. 150 000 $ à Silver State Holdings à Vegas, dû le 31 décembre. C'était le point de rupture. Conrad s'est jeté sur moi. Il n'a pas réfléchi, il a juste réagi. Il a balancé sa main ouverte et elle a touché ma joue. Le son a résonné dans la pièce vide. La force du coup m'a projeté contre le cadre de la porte. Ma tête a basculé sur le côté. Mes lèvres se sont fendues instantanément, du sang chaud remplissant ma bouche. Je suis ton père, a-t-il hurlé, les yeux exorbités. Tu m'obéis. Tu fais ce qu'on te dit. Silence. Un silence absolu et terrifié. Ma mère a couvert sa bouche. Paige a détourné le regard. Les promoteurs avaient l'air horrifiés. Henderson a fait un pas en arrière, réalisant qu'il était au milieu d'une scène de violence domestique. J'ai lentement tourné la tête pour le regarder. J'ai touché ma lèvre. J'ai regardé le sang sur mes doigts. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai souri. Un sourire froid et brisé. Vous venez de m'agresser, ai-je chuchoté. Merci. Dehors, a-t-il hurlé, me poussant vers la porte. Dehors avant que je te tue. Je m'en vais, ai-je dit. Mais c'est toi qui vas tout perdre. Je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture. J'ai reculé dans l'allée. En partant, j'ai vu Henderson crier sur mon père. J'ai vu ma mère s'effondrer sur une chaise, sanglotant. C'était fini. J'ai conduit jusqu'au motel. Je me suis assise au bord du lit, tenant une poche de glace sur ma joue. Ma main tremblait tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. J'ai appelé Silas. Tu as entendu? Ai-je demandé. Je l'ai entendu, a dit Silas. Sa voix tremblait de rage. J'étais sur la ligne ouverte. J'ai tout enregistré. L'aveu, l'agression. Tu vas bien? Je vais bien, ai-je dit. Ma lèvre est coupée. Mais je vais bien. J'appelle la police tout de suite. A dit Silas. Non. Ai-je dit. Attends, envoie d'abord les emails. Morgan, envoie-les, Silas. Fais tout sauter. D'accord. A dit Silas. Envoi en cours. Il a cliqué sur envoyer. Email 1 au bureau du shérif. Objet, signalement d'agression, de faux et de vol qualifié. Pièce jointe, vidéo de l'effraction. Audio de la planification de la falsification. Audio de l'agression. Email 2 à l'équipe juridique d'Apex Coastal développé. Objet, avis de titre de propriété nul et de servitude de conservation. Pièce jointe, l'affidavit de faux, la preuve de la radiation de Barry Miller du barreau, et la désignation officielle du US Fish and Wildlife prouvant que le terrain était un habitat protégé. Email 3 à la banque. Objet, alerte à la fraude. C'est fait, a dit Silas. La bombe est lâchée. J'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis allongé sur le lit et j'ai fermé les yeux. J'ai dormi pendant 14 heures. C'était le sommeil du juste. Quand je me suis réveillé le samedi matin, le soleil brillait. C'était moqueur. J'ai allumé mon téléphone. Il a vibré continuellement pendant 5 minutes. 52 appels manqués. 87 messages textes. Je les ai parcourus, observant la chronologie de la destruction. Vendredi, 15h30, Paige. Papa panique. Henderson menace de le poursuivre. Règle ça, Morgan. Vendredi, 16h, maman. Morgan, s'il te plaît, décroche. Papa a des douleurs à la poitrine. La banque a gelé le compte. Vendredi, 17h, papa. Sale petite ingrate. Appelle Henderson. Dis-lui que c'était une erreur. Dis-lui que tu avais donné ton accord verbal. Fais-le maintenant. Vendredi, 18h, papa. Je te tuerai si tu ne règles pas ça.
Puis le ton a changé. Vendredi, 19h30, maman. Il y a des voitures de police dans l'allée. Morgane, qu'as-tu fait? Vendredi, 20h, Paige. Ils arrêtent papa. Ils lui ont mis les menottes. Ils l'emmènent. Morgane, vendredi, 20h15, maman, message vocal. Je l'ai écoutée. Elle était hystérique. Morgane, ils l'ont emmené. Ils disent que c'est un crime grave. Ils disent qu'il a volé l'argent. S'il te plaît, mon bébé, dis-leur que nous sommes une famille. Dis-leur de ne pas l'emmener. Puis un texto de l'avocat de Henderson à mon email. Nous annulons le contrat immédiatement. Nous poursuivons votre père pour fraude et fausses déclarations. Nous demanderons des dommages et intérêts maximaux. Je suis resté assise là, buvant un café rassis. J'ai tapé un message. Je l'ai envoyé à la discussion de groupe avec maman, papa et Paige. Vous avez vendu ma confiance pour 850 000 $. Vous avez falsifié mon nom. Vous m'avez frappé au visage. Vous m'avez dit d'obéir. Maintenant, vous payez la facture. Profitez bien de la prison. Puis je les ai bloqués. Tous. Les retombées ont été nucléaires. Parce que Silas avait envoyé le document de servitude de conservation à Henderson, Apex a immédiatement réalisé qu'ils avaient été dupés. Même si la vente avait été légale, le terrain ne valait rien pour eux. Ils ne pouvaient pas construire leur complexe. Ils ont poursuivi mes parents pour fraude, rupture de contrat et dommages et intérêts. Ils voulaient récupérer leurs 850 000 $, plus les frais de justice. Mais l'argent avait disparu. La banque l'avait gelé, mais les usuriers de Vegas avaient déjà mis une hypothèque sur les actifs de mes parents. La maison de Seattle, celle où vivaient mes parents, a été saisie. Ils ont perdu leur voiture. Ils ont perdu leur statut au country club. Ils ont perdu leurs amis. Mon père a été accusé de fraude par virement électronique, de faux en écriture au premier degré et d'agression. Comme le montant dépassait une certaine limite, les fédéraux ont repris l'affaire. Il a plaidé coupable pour éviter une peine de 10 ans. Il a écopé de 3 ans dans une prison fédérale. Ma mère a été accusée de complicité, mais elle a plaidé l'ignorance. Elle a eu 5 ans de probation et de travaux d'intérêt général, mais elle était sans le sou. Elle a dû emménager dans un studio subventionné par l'État. Paige, la banque de papa était fermée pour de bon. Elle a dû trouver un travail de serveuse pour payer le loyer d'un appartement en colocation. Elle a essayé de me dénigrer sur les réseaux sociaux, mais les lignées d'Internet ont trouvé les dossiers du tribunal. Ils ont vu la vidéo de mon père me frappant. Elle a été réduite au silence par la honte. 6 mois plus tard, en juin, je suis arrivé dans l'allée de la maison sur la péninsule. La mousse était toujours sur le toit. L'air sentait toujours le sel et le cèdre. Je suis entré. C'était vide. Mes meubles avaient disparu, perdus dans la benne, mais la maison était debout. Je suis sorti sur le porche arrière. Liam était là. Il avait pris l'avion depuis le Maine pour m'aider à réemménager. Il était appuyé sur la balustrade, regardant l'océan. C'est un chantier, a-t-il plaisanté, regardant le salon vide. C'est une maison, les jeux corrigés. Je me suis approché de lui et j'ai pris sa main. Il l'a serrée. Tu as eu de ses nouvelles? A demandé Liam, parlant de mon père. J'ai secoué la tête. Il a envoyé une lettre de prison. Me blâmant, disant que j'avais ruiné la famille. Il a ruiné la famille, a dit Liam fermement. Tu y as juste survécu. J'ai levé les yeux vers la crête nord. À travers mes jumelles, je pouvais voir du mouvement dans les hautes branches des anciens épicéas, les guillemots marbrés. Ils nichaient. Ils étaient en sécurité. La terre était en sécurité. J'avais perdu mes parents. J'avais perdu ma sœur. J'avais perdu l'illusion d'une enfance heureuse. Mais j'avais sauvé la seule chose qui comptait. J'avais sauvé le sanctuaire. Prête à recommencer, a demandé Liam. Oui, ai-je dit, prenant une profonde bouffée d'air pur et salé. Je suis prête. Voilà donc mon histoire. J'ai envoyé mon propre père en prison pour sauver ma maison. Certains disent que je suis allé trop loin. Certains disent que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais je dis que parfois, il faut couper un membre pour sauver le corps. Qu'en pensez-vous? Ai-je fait le bon choix ou ai-je été trop dur?
Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.